Merci beaucoup d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur TV dans l'actualité de ce lundi, cette troisième vague de contamination au coronavirus. Il est déjà là selon nos autorités sanitaires. Vous noterez également une tension sur les vaccins. Les stocks sont presque épuisés. À Ziguinchor, les 25 personnes interpellées dans l'affaire Boffa-Bayotte ont arrêté de s'alimenter depuis 6 jours. Aux dernières nouvelles, 7 d'entre elles ont été évacuées d'urgence. Leur état de santé s'est détérioré ces dernières heures. Et cette manifestation assez inédite portée par des enfants handicapés, ils fréquentent le centre Talibou Dabo, mais depuis quelque temps, leur lycée a été détaché du centre et les nouveaux locaux ne répondent pas à leurs besoins physiques et éducatifs. Nous le verrons dans quelques instants. D'abord, une bonne nouvelle. L'usine de corps Montmarsar KMS3 sera inaugurée le 10 juillet prochain. Macky Sall en a fait l'annonce aujourd'hui sur sa page Twitter. Les travaux ont été lancés en 2017 et cette infrastructure devrait régler définitivement les difficultés dans l'approvisionnement en eau à Dakar et à Thiès notamment. Une nouvelle moins bonne, si vous continuez de consulter le bulletin santé du jour, vous avez alors remarqué cette hausse des cas positifs. Rien qu'aujourd'hui, 191 nouvelles contaminations et un cas de décès ont été enregistrés. Et selon les autorités sanitaires, la troisième vague est déjà là. Cependant, le directeur de l'hôpital Fann tient à préciser qu'il n'y a aucun problème d'oxygène au centre de traitement de Fann, notamment Dr Chertak Diop avec El Hadj Malick Cissé. Aujourd'hui, il est difficile quand vous allez dans la rue de voir des gens porter le masque. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on y repense, qu'on l'applique de manière systématique, que les gens aient une bonne hygiène des mains en se lavant les mains de manière systématique à l'eau et au savon et d'avoir leur gel. Parce que de toute façon, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui est encore là probablement pendant longtemps. On nous demande bien sûr d'apprendre à vivre avec, mais pas se délaisser de tout. Vivre avec serait plutôt de se protéger au maximum parce qu'à ce stade-là, il faudrait que chacun se protège d'abord individuellement et c'est également de protéger les autres. Dans tous les secteurs de manière générale, il y a des machines qui produisent ce qu'on appelle des centrales d'oxygène, qui produisent l'oxygène couramment et en quantité qui peut être suffisante ou insuffisante en fonction du nombre de malades qu'il y a. Mais il y a toujours dans les hôpitaux, quel que soit l'hôpital que vous prenez d'ailleurs, un système de backup parce qu'il y a aujourd'hui des fournisseurs d'oxygène dans le pays. Je veux parler de molécules gaz pour spécifiquement le centre hospitalier de Fann. Je veux parler de Air Liquide pour Dalal Jamm. Je veux parler de Sahel Gaz pour l'hôpital principal. Donc il y a toujours une machine qui marche, mais il y a toujours un système backup. De sorte que même s'il n'y avait pas de machine ou si la machine par ailleurs tombait en panne, il y a un système de backup qui permet d'approvisionner les malades en oxygène. Donc pas pour polémiquer, mais je pense que l'oxygène ne pose pas réellement de problème. Et la qualité est satisfaisante? La qualité est satisfaisante. Elle est mesurée par un appareil qui permet de mesurer la prise de l'oxygène. Et à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Il n'y a même pas de problème particulier. C'est une machine qui évalue ces degrés de pureté. Il y a 3 ans, dans l'affaire Boffa-Bayotte, 25 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête. Elles ont entamé une grève de la faim depuis 6 jours pour réclamer l'ouverture de leur procès. Mais 7 de ces détenus ont été évacués d'urgence à l'hôpital pour santé fragile. Les précisions depuis Ziguinchor de Hassan Ba. La situation des 25 détenus de l'affaire Boffa-Bayotte en grève de la faim depuis mercredi dernier à la MAC de Ziguinchor est de plus en plus alarmante. Après 6 jours sans s'alimenter, leurs corps sont extrêmement affaiblis. 7 d'entre eux sont actuellement placés sous perfusion, ce qui porte le total à 12 admissions à l'infirmerie. Parce qu'avant ces 7, il y avait 5, dont le journaliste René Capé-Bassène. Après avoir suspendu leur première grève de la faim au mois d'avril, suite à une rencontre avec le juge d'instruction qui avait donné des gages sur la diligence du dossier, cette fois-ci, René Capé-Bassène et compagnie sont déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Leurs proches qui multiplient les va-et-vient à la MAC s'inquiètent de leur état de santé qui se dégrade de jour en jour, alors que les autorités judiciaires se montrent toujours inflexibles. Ces 25 personnes arrêtées après la tuerie de Boffa-Bayotte exigent l'ouverture de leur procès
après 3 ans et 6 mois de détention. Pour rappel, les 25 personnes inculpées sont poursuivies pour 4 chefs d'inculpation, association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention arme à feu sans autorisation. Hassan Ba, Ziguinchor, iRadio. Merci beaucoup Hassan Ba. Le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a rendu son verdict après les scènes de violence qui se sont déroulées le 2 juin dernier. Sur les 89 dossiers présentés, un étudiant de la faculté de droit a définitivement été exclu. 7 autres suspendus pour 5 ans et 35 autres pour 2 ans. Des étudiants ont aussi vu leur inscription annulée. À noter également, d'autres dossiers sont toujours en cours d'étude. Ils ont besoin de conditions particulières et surtout de confort. Depuis que leur école a été délocalisée, les enfants handicapés du centre Talibou Dabo ont toutes les peines du monde à suivre correctement leurs cours. D'abord, il y a la distance, des conditions de déplacement pas des meilleures et l'école en question ne répond pas à leurs besoins physiques notamment. Ces enfants ont exprimé leur ressenti dans ce reportage de Mamadou avec Mafalfal. Les élèves du lycée Talibou Dabo arborent des brassards rouges. Ces potaches à mobilité réduite s'insurgent contre la délocalisation de leur école. De revendiquer nos droits par rapport à notre lycée, parce qu'on nous a délocalisés de notre lycée pour nous amener vers un nouveau local qui n'est pas adapté pour nous, parce qu'il n'y a pas de structure nécessaire pour nous. C'est pas fait pour un élève handicapé. Il y a trop de sable, trop de pierres. La route pour y accéder n'est pas accessible. Il y a plein de débris. Donc c'est assez difficile pour un élève handicapé d'accéder là-bas. Les parents se disent inquiets. Ils sont venus accompagner les élèves dans cette revendication. Une occasion d'exprimer leurs craintes. Ici, on avait des difficultés, mais quand même, on avait des médecins qui sont là, prêts à intervenir à tout moment, et des personnes qui aident. Moi, par exemple, je ne suis pas rentré, mais je suis AVS dans le centre. J'étais là pour eux, mais vous imaginez, là-bas, je ne peux pas les prêter la force et tout ça. Les élèves du lycée Talibou Dabo ont affiché un chapelet de doléances. Les potaches réclament, entre autres, une meilleure formation des encadreurs. D'abord avec les profs dans les classes, déjà c'est très dur pour les élèves de se concentrer, c'est pas adapté. Les profs n'ont pas suivi de formation particulière pour les personnes handicapées. Donc du coup il y a plein de personnes handicapées qui ne réussissent pas. Les toilettes non plus, ce n'est pas des toilettes pour personnes handicapées. Et plein d'autres problèmes que des gens ici rencontrent. Le problème d'écriture, de parler ou de compréhension. Les élèves du lycée Talibou Dabo disent ne pas être édifiés sur le motif d'une telle délocalisation. Ils demandent que la copie soit revue. Aïssatou Lamarana Diallo est candidate à l'examen de certificat de fin d'études élémentaires, les épreuves démarrent demain. Et la jeune fille se dit confiante et malgré une année scolaire un peu mouvementée quand même, elle a décidé de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Seynabou Babou et Sidignan l'ont rencontré pour ITV. Aïssatou, les dernières révisions, il lui est difficile de se concentrer à cause de ses petites sœurs qui l'entourent. Elle est confiante et estime qu'il n'est pas nécessaire de stresser. Je ne suis pas stressée, on a fait notre programme à l'école. Je suis confiance à moi pour avoir mon essai. Et des examens d'entrée en 6e et du CFE, elle compte passer sa journée avec les cahiers. Comment je compte passer ta journée? J'apprends tous mes leçons. Tu revises même à la veille de ton examen? Oui. Khadijatou Bari est la maman de Aïssatou. Elle n'est pas du même avis que sa fille. Elle la trouve très stressée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas en forme aujourd'hui comparée aux jours précédents. Sûrement, elle pense si elle va réussir à ses examens ou pas. Aujourd'hui, elle ne sourit même pas. En plus, elle n'a toujours pas pris son petit déjeuner. Elle n'a que les examens en tête. Ces derniers jours, elle était tout le temps scotchée sur ses cahiers. Je lui fais confiance en tout cas. Ils seront au total 293 733 candidats à la tête de leur premier diplôme. Notre candidate Aïssatou Diallo est d'attaque pour remporter ce combat spirituel.
Les Rufisque compte au total 19 centres d'examen. Et parmi les recommandations de l'inspection de l'éducation de Diamniadio, chaque candidat a l'obligation de présenter demain à l'entrée ses pièces d'état civil. Les épreuves doivent également se dérouler dans le respect strict des mesures barrières vu le contexte de pandémie. On parle même de troisième vague et je vous propose d'écouter Abdoulaye Ning, l'inspecteur de l'IF de Diamniadio, des propos recueillis par Babacar Seck. Et pour cette année, il n'y a que 2 centres qui sont délocalisés, le centre de Diamniadio 2. Les élèves vont composer au lycée Ousmane Sow et le centre de Castor 3 Sokousim. Les enfants du centre de Castor 3 Sokousim vont composer à Kip Barrage. Pour l'année dernière, on avait délocalisé 4 centres, mais pour cette année, les autres centres ont été réhabilités, de sorte qu'il n'y a que 2 qui sont déplacés. À l'heure où nous parlons, je peux même parler au nom de l'inspecteur d'académie. Dans toute la circonscription, dans toute l'académie de Rufisque en tout cas, il n'y a aucun élève qui compose sans pièce d'état civil. Donc ça a été réglé. Et c'est l'occasion aussi de remercier la présidente du tribunal de première instance de Rufisque, qui nous a vraiment facilité la tâche, d'autant plus qu'il y a eu plusieurs audiences foraines qui ont été tenues, et ce qui nous a permis de régulariser tous les cas. On assiste présentement à la recrudescence de la Covid-19. Donc il est bon de faire des recommandations pour les examinateurs et aussi pour les élèves. Il faudra que les mesures barrières soient respectées partout. Et c'est l'occasion vraiment de remercier Pentium Dakarou qui nous a offert presque 10 000 masques. Et on attend d'autres masques pour le BFM. Donc dans tous les centres, les examinateurs, les élèves auront des masques. Et ça c'est avec l'appui de Pentium Dakarou. Le gouvernement a tenu cet après-midi un conseil extraordinaire. Au menu des discussions, le projet de modification du code électoral à 7 mois presque des élections locales. Des modifications qui vont s'appuyer sur les conclusions issues du dialogue politique. Nous y reviendrons. Mais le chef de cabinet du président de la République en a justement parlé sur nos antennes un peu plus tôt dans la matinée. Mambéignan a aussi glissé quelques mots sur le procès attendu d'Ousmane Sonko dans l'affaire qui l'oppose à la jeune masseuse Adissar, qui, je le rappelle, a accusé de viol il y a quelques mois. Miguel Maramdia nous en dit plus. À 7 mois des élections territoriales, le code électoral passe à l'Assemblée nationale. Un code qui va prendre en compte toutes les conclusions issues du dialogue politique sans exception. C'est le dialogue politique, c'est les résultats de ce dialogue politique qui va être paraphé ou envoyé par le gouvernement à l'Assemblée pour qu'on puisse finir le processus électoral. En tout cas, le principe était que le président de la République avait donné son accord pour qu'on puisse appliquer les points sur lesquels il y a un consensus au niveau du dialogue pour améliorer le processus électoral. Des modifications indispensables faites dans les délais par le gouvernement qui a été la cible de l'opposant Ousmane Sonko la semaine dernière. Des accusations à l'emporte-pièce, selon le ministre. Elle ne vise pas une personne, à moins que cette personne-là s'identifie à ces délits-là. Cependant, je pense qu'il ne faut pas avoir cette phobie-là de vouloir alerter les gens. Ça montre 2 choses. La volonté manifeste de nous abrutir, parce que crier partout à 2 jours ou à une journée du vote de cette loi, ameuter tout le pays criant à cette loi liberticide, je pense que ça, c'est vouloir nous abrutir, la vérité. On se rend compte que c'est des contre-vérités, comme ça a été le cas antérieurement par rapport à d'autres accusations. Je pense que c'est un processus. Le vrai problème, c'est que c'est vrai, c'est un opposant, mais qui se fait beaucoup d'idées ou qui regarde beaucoup de films. Ousmane Sonko, un habitué des faits, selon Mambéignan, qui reste très ferme à l'encontre du leader du parti PASTEF. Pour lui, sa place est dans les prisons. À chaque fois qu'on accuse quelqu'un de viol ici, qui est même des circonstances atténuantes, les gens envoient cette personne-là quand même au mandat de dépôt. Il ne doit pas. C'est-à-dire, il ne doit pas faire exception. Et je rappelle aux Sénégalais que lui-même, Ousmane Sonko, député, a voté cette loi-là. Est-ce qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable? C'est vrai, c'est la justice qui doit se prononcer. Mais vu aussi les gens peuvent interpréter, analyser, tel qu'il a eu à le faire en accusant des personnes des gens de complot ou de volonté de le neutraliser, c'est archi faux. Les faits, tels que nous les voyons et que nous les constatons, pour que moi je fais plus confiance à Adissar.
Mame Mbaye Niang, qui n'a pas apprécié le silence des membres du gouvernement durant les événements du mois de mars dernier, est donc sorti de son hibernation. Il a désormais les yeux rivés sur la mairie de Dakar. L'actualité de ce lundi nous emmène à présent à Saint-Louis et c'est pour nous enquérir de la situation agricole. Des producteurs d'oignons sont extrêmement inquiets. Plusieurs tonnes cultivées sont invendues. Voyez cette correspondance de Momar Alesnian et Mokhtar Sek. Les producteurs d'oignons de la vallée du fleuve Sénégal ne savent plus où donner de la tête. Ils fustigent la mévente de leur production estimée à 60 000 tonnes, dont les 30% sont déjà pourris. De Saint-Louis à Richard Toll en passant par Mbane, vous voyez les stocks d'oignons qui changent au niveau des points de collecte. Actuellement, nous produisons presque 60 000 tonnes d'oignons. Presque les 50% sont évacués, mais il reste presque 50%, cela veut dire 30 000 tonnes dans les stocks. Donc ça, c'est vraiment un réel problème. Vous l'avez constaté. Donc ça, moi je déplore surtout, ces temps-ci, le président de la République avait fait une tournée économique. Donc je pense que si vous faites une tournée économique, vous venez ici dans la vallée du fleuve Sénégal, vous trouvez de l'oignon en quantité. Normalement, vous devez vous arrêter au moins pour s'enquérir de cette situation. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Ces producteurs expliquent en partie leur calvaire par l'attitude de ceux-là qu'ils appellent les agrobusiness qui inondent le marché. Le marché est inondé par l'oignon des gros producteurs et ça c'est un réel problème. Et ça doit être, n'est-ce pas, le travail des autorités. L'ARM régule, mais à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en réunion, mais malheureusement les décisions prises ne sont pas respectées. Donc, il doit y avoir beaucoup plus de rigueur sur la commercialisation. L'autre aspect, c'est la contractualisation. Ça veut dire qu'on doit vendre avant même de produire. Quand est-ce que depuis combien d'années on parle de contractualisation? Mais jusqu'à présent, ça tarde à se matérialiser. Avec l'hivernage qui commence à s'installer, ces producteurs d'oignons restent aussi préoccupés par la conservation des produits à cause de manque criard de magasins de stockage dans la zone. Et comment sauver ce qui reste de la poste? C'est autour de cette interrogation que les députés ont échangé à Saly. La commission chargée de la culture et de la communication à l'Assemblée nationale lance un SOS à toutes les structures spécialisées dans les TIC. Les détails avec Moutaga Khan. La commission de l'Assemblée nationale chargée de la culture et de la communication compte donner un coup de pouce à la poste à travers une nouvelle politique axée sur les technologies de l'information et de la communication. Donc la réflexion était en cours déjà au niveau de la Poste, mais c'était important que les parlementaires s'approprient de cette thématique, mais également essayer de voir comment ils pourront, comme vous le savez, accompagner davantage la Poste et le gouvernement dans la réflexion pour que le numérique soit naturellement intégré donc, dans les nouvelles missions de la Poste. Donc déjà, la Poste avait anticipé, mais aussi nous, au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, donc nous étions dans le cadre donc, de la mise en œuvre donc, de la SNV 25, la stratégie Sénégal numérique, donc accompagner donc, la Poste dans la réflexion, mais également donc, dans le plan d'action stratégique qui a été défini. Le président de la commission revient sur la nécessité d'aider la Poste dans le cadre de la monétique. Étant conscient des problèmes de la Poste, nous avons initié des séries de réflexions pour voir comment aider cette boîte à se relever. Donc c'est pourquoi il faut réfléchir, voir comment faire bénéficier cette boîte des nouvelles technologies de l'information, surtout la monétique. Et dans ce sens, c'est pourquoi nous avons invité des structures qui influent, qui jouent dans le travail de la Poste, comme la CDC, la RTP, la DIA et bien sûr le ministère de tutelle. C'est pour qu'on trouve ensemble des solutions pour aider cette boîte. La Poste, qui était jadis la plaque tournante dans les télécommunications et qui compte près de 4000 employés, continue de se chercher dans un monde aux mutations rapides. De la culture dans le reste de l'actualité, je vous propose d'aller sur l'île de Gorée. Les acteurs culturels ont initié un espace d'échange, de partage et de dialogue entre eux. L'espace est donc ouvert. Désormais, Oussama Monique Sagna et Sidi ont assisté à l'inauguration. Tous ceux qui sont disponibles à mettre ce qu'ils ont dans leur tête ou dans leur cœur à la disposition d'autres, on leur place ici.
C'est le mot de passe pour franchir le seuil de cette demeure fleurie au décor pittoresque fait d'œuvres muséales. D'un simple atelier-galerie, la maison devient un Punch 1.9. La plaque ainsi dévoilée par l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, son Excellence Stéphane Rocken, donne le ton. L'érection du Punch 1.9 vient de la générosité de son propriétaire, l'artiste Abdoulaye Diallo, et de l'ingéniosité de son commissaire permanent, le professeur Magué Kassé. La particularité de l'espace est à rechercher dans son caractère pluridisciplinaire. L'espace se veut une conjugaison de tous les arts. D'offrir des opportunités à beaucoup de secteurs de l'art et de la culture de façon générale, puisque cet espace, comme vous le voyez, est aménagé de telle sorte qu'il y a des pièces pour des expositions, qu'il y a des pièces pour des rencontres, conférences, projections de films, discussions, et en même temps lieu de connaissance, puisqu'il y a une bibliothèque, la bibliothèque Ousmane Sembène, et en même temps c'est un espace qui va offrir la possibilité de workshops, d'ateliers pour des artistes peintres. Nous avions d'ailleurs à l'époque eu l'idée de réunir les artistes plasticiennes, des femmes qui avaient envie d'un espace pour s'adonner à des exercices en commun qui devaient être présentés. Et pour l'artiste, les motivations d'un tel projet sont toutes simples. Dans une société, une majorité est perdue, que cela sorte un petit peu de l'ombre, essayer de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger sur des thèmes du moment, d'échanger sur des choses positives qui pourraient peut-être aider ceux qui nous gouvernent, en tout cas à recevoir dans leur corbeille autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de recevoir et qui pourrait servir l'humanité de l'humain. C'est la seule raison qui m'a poussé à penser réellement réaménager cet espace-là pour destiner ça à l'art, à la culture en général. Le Punch 1.9 n'a pas attendu son inauguration pour s'adonner à sa mission. Il offre déjà un cadre de formation à une dizaine de journalistes culturels, non sans parler de l'animation artistique et culturelle de cette île paradisiaque. Merci beaucoup, Monique Sagna. En mode de football à présent, l'US Gorée empoche 3 points capitaux. Giraffe poursuit sa remontée avec une victoire prestigieuse sur la pelouse de Fikine. En bas de tableau, Gorée, Nyaritali et Mbour Petite Côte ont toutes gagné. Enfin, fin de série pour Guédiawaye battu par la Sonacos. Les résultats de la 23e journée du championnat national, c'est avec Cher Diop. Tout d'abord, Tenguej FC a vu son sac retardé par l'US Gorée. Lors de cette 23e journée qui pouvait être décisive pour le titre de champion, les insulaires sont sortis victorieux du duel qui les opposait au leader rufisquois 1-0. Une victoire importante pour les bleus blancs qui gardent toutes les chances de se maintenir. De l'autre côté, le Giraffe de Dakar est allé anéantir toutes les chances de Pékin de soulever le titre de champion. 2-1, c'est le score final. Les camarades de Mamtior jouent sur une pente descendante depuis quelques semaines, s'inclinent à domicile et laissent du coup la deuxième place à Génération Foot. Giraffe de Dakar est désormais 4e au classement, mais avec sa victoire dans le duel des académiciens 1-0, Génération Foot est de nouveau dauphin de Tenguej. Pas de vainqueur entre l'AS Douane et le Stade de Mbour, 1 but partout. Par contre, en bas de tableau, le combat est de plus en plus intense pour le maintien. Nyaritali est allé atomiser le CNEPS Excellence de Thiès 3-1. Dakar Sacré-Cœur a complètement roulé sur le Ndiambour de Louga 4-1 et le relègue du coup à la 12e place à seulement 2 points de Gorée premier relégable. D'ailleurs, certains supporters réclament même la tête de l'entraîneur Sidat Sarr et son avenir sur le banc s'assombrit. Pour Petite Côte est allé difficilement s'imposer à Aline Sitoé Diatta 1-0, mais 11e est toujours menacé de relégation. En Ligue 2, fin de série pour Guédiawaye FC, battu à domicile par la Sonacos de Diourbel 2-1. Les Crabes restent toujours en tête et plus que jamais candidats au titre. Derrière, la Linguère avait pourtant la possibilité d'assurer officiellement la montée dès ce week-end, mais a été accrochée par le Diamono de Fatick 0-8 partout. Toutefois, avec la marche à jouer pour seulement 1 point, la montée est largement à la portée des nordistes.
L'US Ouakam ne lâche rien avec sa victoire 2-0 devant le port autonome de Dakar. Thiès FC s'impose à Amitié FC sur la plus petite des marges. 2 buts partout entre EJ Fatick et Dakar Université Club. Et enfin Demba Diop FC bat Renaissance de Dakar 2-1. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur RTV. On se retrouve demain dans le 19h45. Bonsoir à tous.